Bonjour, nous abordons aujourd'hui le thème numéro 2 du programme d'histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, faire la guerre, faire la paix, formes de conflit et modes de résolution, avec l'introduction, formes de conflit et tentatives de paix dans le monde actuel. La fin de la guerre froide et l'implosion de l'URSS en 1991 avaient fait naître l'espoir d'un nouvel ordre mondial. Pourtant, si les guerres interétatiques sont de moins en moins nombreuses, les conflits sont devenus plus meurtriers, plus complexes à comprendre et moins prévisibles. Il s'agit dans ce thème numéro 2 de s'interroger sur l'acte de guerre, ses acteurs, ses motivations, en mobilisant l'histoire et les sciences politiques, d'en comprendre la territorialisation à travers les lieux de conflit, les motivations locales, par une analyse géographique et géopolitique, et enfin d'interroger les modes de résolution des conflits, c'est-à-dire les jeux d'acteurs, les valeurs au nom desquelles ils agissent, les succès ou les limites des mesures mises en œuvre par une approche historique et géopolitique. Grand 1, réflexion autour des formes de conflit, définition et typologie. Précisons ici le sens du vocabulaire que nous allons mobiliser à l'occasion de l'étude de ce thème. Un conflit est un phénomène indissociable de la vie en société. Il se manifeste par une opposition, voire une lutte, entre au moins deux individus ou groupes. Il peut prendre des formes variées, pas nécessairement violentes, lorsqu'il peut s'exprimer et se résoudre par la négociation. Lorsqu'il ne peut pas être résolu pacifiquement, un conflit peut déboucher sur une guerre. Une guerre est donc un affrontement violent dans le but de résoudre par la force le différend qui oppose deux acteurs. Lorsqu'elle oppose deux ou plusieurs États, on parle de guerre interétatique, comme ici au Cachemire entre l'Inde et le Pakistan. Lorsqu'elle est interne à un État, une guerre civile par exemple, comme ici en Libye en 2019, on emploie le terme de guerre intra-étatique. Certaines guerres d'un nouveau genre peuvent être qualifiées de non conventionnelles. C'est le cas des attaques terroristes comme à Paris le 13 novembre 2015, de la guérilla ou encore des cyberattaques. Quant au terme de conflictualité, souvent au pluriel, il permet de rendre compte des nombreux états intermédiaires existant entre la paix parfaite et la guerre totale. Enfin, la paix est à la fois un état, l'absence de guerre, et un idéal, l'aspiration à vivre dans un monde en harmonie. On parle de paix négative lorsqu'elle est le résultat de la domination exercée par une puissance, par exemple la Pax Romana dans l'Antiquité, ou de l'équilibre entre plusieurs puissances, ce que nous évoquons dans ce thème à travers le système westphalien. En revanche, on parle de paix positive pour désigner une situation dans laquelle les acteurs se reconnaissent mutuellement, coopèrent afin de cohabiter pacifiquement. Si les guerres classiques autour des questions de frontières menées par les armées régulières des pays impliqués, comme ici l'invasion du Koweït par l'armée irakienne le 2 août 1990, restent aujourd'hui marginales, de nouvelles guerres témoignent d'un changement rapide des formes de conflictualité. Ces évolutions portent à la fois sur la complexité de leur nature, les formes, les objectifs, les acteurs, les théâtres d'opération ou les moyens mobilisés. Les populations civiles sont les principales victimes de ces affrontements armés à toutes les échelles, à l'échelle d'une ville, comme ici dans la ville syrienne d'Alep en 2016, mais aussi sur des espaces plus vastes, comme ici au Sahel, où les attaques djihadistes et l'insécurité au Mali, au Niger et au Burkina Faso continuent de provoquer une crise humanitaire sans précédent, avec des milliers de déplacés et réfugiés qui fuient les violences. Certaines analyses, comme dans le troisième livre blanc de la défense française en 2008, évoquent un arc des crises, ici en orange foncé et rouge sur la carte des risques, s'étendant de la bande sahélo-saharienne jusqu'à l'Asie centrale en passant par le Moyen-Orient. Enfin, dans ces espaces, l'accès aux ressources en énergie ou en eau peut conduire à des tensions, particulièrement dans un contexte de changement climatique. Aussi, les conflits, par les changements territoriaux qu'ils entraînent et par les stratégies de puissance qui les sous-tendent, constituent un sujet d'analyse à toutes les échelles. Grand 2. Réflexion autour de la guerre comme fait politique, la pensée de Karl von Clausewitz. Karl von Clausewitz, officier théoricien militaire prussien, est l'auteur de l'essai De la guerre, réflexion sur la théorie et la réalité de la guerre moderne. Son idée fondamentale est que la guerre ne constitue pas une fin en soi, mais un moyen tout entier subordonné à des objectifs politiques, idée que résume la phrase La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. La guerre et l'usage de la violence doit ainsi permettre à un État d'imposer sa volonté politique à un adversaire. Quant à la diplomatie, elle y met fin en fonction des rapports de force qui en sont issus. Enfin, Karl von Clausewitz introduit dans sa réflexion une distinction entre guerre réelle et guerre absolue. La guerre de 7 ans,
à laquelle son père a participé, est une illustration de la guerre réelle. En Europe, la Prusse s'oppose à la Russie, à l'Autriche et à la France. Dans le monde colonial, l'Angleterre affronte la France et l'Espagne. Ce conflit interétatique nécessitant l'adhésion populaire oppose des armées régulières qui obéissent au pouvoir politique. Outil au service d'un but politique, le rééquilibrage des puissances européennes, elle est proportionnée aux moyens disponibles. La paix, permise par des négociations diplomatiques, est la finalité de la guerre. Ainsi, la guerre de 7 ans s'achève par la signature du traité de Paris le 10 février 1763 et par lequel la France perd ses possessions coloniales en Amérique du Nord et en Inde. Selon Karl von Clausewitz, la guerre absolue, qu'il considère comme purement théorique, aurait pour finalité l'anéantissement de l'ennemi par tous les moyens possibles. Ce concept est purement théorique car l'évolution vers la guerre absolue serait freinée par divers facteurs, particulièrement par ce que Karl von Clausewitz appelle le brouillard de la guerre, c'est-à-dire l'incertitude qui règne en matière de combat du fait des conditions matérielles de ceux-ci. Pour autant, il considère que les guerres napoléoniennes marquent un tournant dans les guerres modernes par les effectifs mobilisés, mais aussi par leur violence. Les guerres napoléoniennes ont conduit les populations des pays occupés à se soulever contre l'armée française, qui n'a pas hésité à massacrer des populations civiles, comme sur ce tableau de Goya à Madrid le 3 mai 1808. Aussi, les théories de Karl von Clausewitz peuvent s'appliquer aux guerres intra-étatiques, comme les guerres de décolonisation, comme ici au Vietnam, mais aussi aux guérillas et aux actions séparatistes. Elles marquent en revanche leurs limites pour comprendre la montée en puissance de réseaux terroristes internationaux. Ces guerres asymétriques mettent aux prises de nouveaux acteurs sur des théâtres d'opérations inédits, comme ici lors des attentats perpétrés par Al-Qaïda le 11 septembre 2001 à New York. Le lien mis en évidence par Karl von Clausewitz entre outils militaires et objectifs politiques perd aussi de son sens. La victoire, comme ici à Mossoul contre Daesh par les forces gouvernementales irakiennes soutenues par la coalition occidentale, ne se transforme pas en succès politique. Daesh poursuit ses attentats, tout comme Al-Qaïda. Les possibilités de conciliation n'existent pas avec ces organisations. Cette nouvelle réalité conflictuelle incite au renouvellement de la réflexion sur les zones de conflit et sur le sens à donner au concept d'état de guerre ou de paix. Grand 3. Réflexion sur les modalités de construction de la paix. La réussite des traités de Westphalie signés en 1648 marque un tournant dans l'histoire diplomatique mondiale. L'Europe sort alors d'une guerre de 30 ans. Ce conflit politique et religieux oppose les Habsbourg catholiques d'Espagne et d'Autriche aux princes allemands protestants, à la Suède protestante et à la France catholique. Les négociations menées à Münster et à Osnabrück donnent ainsi naissance au premier congrès de paix européen. Ces traités constituent l'ébauche d'une sécurité collective, principe selon lequel des États choisissent de répondre collectivement aux menaces contre la paix par la reconnaissance des frontières et la recherche d'un équilibre entre les puissances apparu en Europe, reposant sur l'idée de souveraineté, c'est-à-dire le droit à un État d'exercer son autorité sur un territoire et sur une population déterminée. Au cours du XXe siècle, ces principes ont progressivement été confortés et adaptés à l'échelle mondiale par les actions de la Société des Nations, puis de l'Organisation des Nations Unies. Si le projet de Société des Nations a suscité de nombreux espoirs, ses faiblesses ont eu raison de son efficacité. Néanmoins, elle a contribué à la mise en place d'une culture de la résolution des conflits de façon multilatérale. À partir de 1945, l'ONU devient le garant et l'arbitre de la sécurité collective. Les résolutions votées par le Conseil de sécurité qui sont contraignantes et surtout ces opérations de maintien de la paix se sont multipliées à partir de 1948, particulièrement depuis la fin de la guerre froide. Les casques bleus symbolisent la force d'interposition dans un conflit. Pour autant, l'existence de l'ONU n'empêche pas l'arbitrage des grandes puissances dans le règlement des conflits, comme ici lors de la signature des accords d'Oslo entre Israéliens et Palestiniens sous le patronage des États-Unis le 13 septembre 1993. Aujourd'hui, rares sont les résolutions de conflits conduisant à une véritable paix. Les paix négatives, ou l'absence de conflit direct, n'empêchent pas les tensions entre les acteurs, sont bien plus nombreuses que les paix positives, caractérisées par la reconnaissance mutuelle, la coopération et la sécurité. Aussi, la frontière entre la paix et la guerre demeure floue, et les processus de paix, généralement accompagnés par les casques bleus, demeurent contestés, y compris par des groupes armés.